Et voici la vidéo règle du jeu La Nuit du Grand Poulpe, un jeu de bluff et de déduction et de négociation pour 3 à 5 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu de Frédéric Morard, édité par Superlude. On commence par un petit plateau de jeu circulaire qui représente différentes pièces d'une célèbre université anglaise pour jeunes sorciers. Vous trouverez ensuite 2 tuiles de lieux extérieurs. Alors ce sont des tuiles recto-verso comme ceci qui permettent de varier les parties car nous n'avons utilisé qu'un seul lieu extérieur à chaque partie. Vous pouvez donc sélectionner celui qui vous plaît le plus et le disposer à côté du plateau de jeu principal, l'autre étant remis dans la boîte. Nous avons ensuite une dague de puissance qui va être disposée au milieu du jeu comme ceci, ainsi que des horloges de pouvoir. Chaque joueur va pouvoir en fait choisir l'horloge de son choix, il y a différentes couleurs associées au fond comme ceci, et il va pouvoir la mettre face visible pour le moment devant lui. Chaque joueur va alors récupérer un cube de puissance qu'il va placer sur une case en fait de la dague de puissance qui se trouve sur le jeu. Alors attention, on va la placer sur le chiffre correspondant au nombre de joueurs plus 1. Donc là, si on joue à 5 au maximum, tout le monde se placera sur la case 6. Si on joue à 4, on se mettra sur la case 5. Si on joue à 3, on se mettra sur la case 4, etc. Ensuite, chacun a aussi un petit pion cultiste, comme ceci. Alors, c'est sympa, hein, ils sont recto-verso. Lors de l'ouverture du jeu pour la première fois, il vous faudra bien coller les étiquettes correspondantes sur les petits personnages. Et chacun placera son personnage dans la bibliothèque au centre du jeu. Chacun va aussi recevoir un gros pion rejeton, comme ça, une espèce de monstre, hop, qui est aussi recto-verso, et qu'on va disposer pour le moment à côté de sa roue de puissance. Enfin, vous allez avoir un ensemble de jetons composants, comme ceci. Il y a des livres de sorts, il y a une idole magique, il y a un crâne, il y a de la potion, il y a une carte des étoiles, il y a une plante maléfique, nous avons aussi des clés. Attention, on va sélectionner dans chacun de ces tas autant de pions qu'il y a de joueurs autour de la table, moins 1. Donc si vous jouez à 5 au maximum, il faudra donc 4 de chaque. Si vous jouez à 4, il en faudra que 3, etc. Et chacune de ces piles d'ingrédients sera ensuite disposée dans la salle correspondante. Par exemple, les idoles magiques dans le musée, les crânes dans la crypte, les plantes dans la jardinerie et les clés dans le lieu extérieur. Ce sera toujours des clés dans le lieu extérieur. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, le Grand Poulpe est une créature cosmique énorme qui s'est fait enfermer il y a des milliers d'années sous les océans, et vous êtes un cultiste, le chef d'un culte qui va tenter en fait de faire réapparaître ce monstre légendaire afin d'obtenir tout ce que vous voulez. Vous vous êtes donc introduit en fait dans une célèbre université pour jeunes magiciens à la recherche des différents ingrédients qui vous permettront d'invoquer le Grand Poulpe. Mais d'autres ont eu la même idée que vous et cherchent à faire la même chose. Il vous faudra donc être meilleur que vos adversaires et tenter d'invoquer ce Grand Poulpe en premier. Alors, pour gagner la partie, les joueurs vont donc tout simplement tenter de récupérer 4 ingrédients sur le plateau de jeu, et dès qu'un joueur sera le premier à avoir récupéré 4 ingrédients différents, eh bien c'est lui qui pourra invoquer le Grand Poulpe et remporter la partie. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours, et chaque tour va d'abord commencer par une phase d'action simultanée où tout le monde va jouer en même temps. Lors de cette phase de choix, chacun va récupérer son horloge, la mettre face cachée pour les autres joueurs, et il va choisir en fait les endroits où il va pouvoir déplacer ses pions sur le jeu grâce à ces 2 aiguilles. Celle qui représente une dague permettra de déplacer son petit cultiste dans les différentes salles du jeu en espérant pouvoir aller récupérer les ingrédients qui s'y trouvent. L'autre flèche permettra, avec la tentacule, d'invoquer en fait son rejeton, et le rejeton empêchera les autres joueurs de récupérer un ingrédient dans la salle sur laquelle le rejeton va apparaître. Alors le rejeton pourra apparaître sur n'importe quelle salle du jeu, alors que par contre les déplacements des petits cultistes devront se faire obligatoirement
par les escaliers qui se trouvent entre les salles. Par exemple, au début du jeu, on est tous dans la bibliothèque, il sera impossible de se rendre à l'endroit où il y a les plantes, car il n'y a pas d'escalier en fait entre ces deux salles. Alors, en imaginant que je sois le joueur vert, je pourrais par exemple décider de rester dans la bibliothèque. On n'est pas obligé effectivement de se déplacer, donc pour l'instant mon pion est ici, donc je peux rester dans la bibliothèque, ou je peux indiquer le chiffre d'une autre salle qui est reliée à la bibliothèque. Donc là, par exemple, je pourrais décider d'aller au musée, qui est donc la case numéro 2 si je veux, pour aller tenter de récupérer en fait une statue magique qui s'y trouve. Ensuite, je choisis en fait avec ma tentacule où c'est que je vais faire apparaître mon rejeton. Je pourrais par exemple secrètement décider de le faire apparaître sur la salle numéro 1, car je peux imaginer que d'autres cultistes vont avoir l'idée de rester dans la bibliothèque. Chacun choisit donc secrètement les lieux où il va déplacer ses pions, et une fois que tout le monde a choisi, on attend que tout le monde ait bien choisi, et bien on va faire la révélation en même temps. Tout le monde va retourner sa carte face visible pour montrer les lieux où on va se déplacer. Ceci étant fait, nous allons pouvoir déplacer nos personnages. Alors on peut le faire tous en même temps, mais sur une première manche, il est conseillé de le faire à tour de rôle pour qu'on voit s'il n'y a pas d'erreur. Donc là par exemple, moi j'ai donc décidé d'aller dans la salle numéro 2, il y a bien un escalier, donc pas de problème, je me retrouve là, et j'envoie mon rejeton dans la salle numéro 1, donc il se matérialise sur cette case. Ensuite, le joueur violet a choisi de se déplacer sur la case numéro 5, il y a bien un escalier qui part derrière, donc il s'y trouve, et il envoie, lui, son monstre sur la case numéro 4. Pouf. Ensuite, le joueur rouge, lui, a dit qu'il se déplaçait sur la case numéro 5 aussi, et qu'il envoyait aussi, en fait, son monstre sur la case numéro 4. Ensuite, le joueur jaune a dit qu'il partait sur la case numéro 6, mais il n'y a pas d'escalier. Alors, lorsqu'un joueur va ainsi se tromper d'ordre, eh bien, à ce moment-là, on mettra son petit personnage à plat dans la salle de départ qu'il ne peut donc pas quitter, et il sera considéré comme hors-jeu pour cette manche-là. Enfin, le joueur noir a joué ces deux flèches sur le même endroit. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça va servir, lorsqu'on fait ceci, à apparaître dans la salle qui se trouve hors du temps en fait. Et donc hop, il va apparaître sur cette case-là. J'ai oublié de placer le monstre du joueur jaune qui a dit qu'il apparaissait dans la salle numéro 5, donc il apparaîtra ici. Effectivement, s'il s'est trompé sur le déplacement de son personnage, par contre, le monstre, on peut quand même le placer et il fonctionnera quand même pour cette manche. Ensuite, on passe à la phase de résolution des conflits. Alors, on commence par la salle numéro 1, et ensuite on fera toutes les salles dans l'ordre de leurs chiffres. Alors, dans la salle numéro 1, il y a bien un petit cultiste, mais il a été penché pour montrer que ce joueur s'étant trompé, il ne pourra réaliser aucune action, en fait, dans cette salle. Ensuite, on passe à la salle numéro 2. Ici, il y a un cultiste qui se retrouve tout seul. Lorsqu'on est tout seul dans une salle, eh bien, hop, on peut tout simplement récupérer un objet correspondant à cette salle et le placer face visible devant soi pour que tous les joueurs voient qu'on a déjà récupéré un des premiers objets magiques. Ensuite, ici, la 3, il se passe rien, il n'y a personne. La 4, il n'y a que les monstres des joueurs, et les monstres ne permettent pas de récupérer des objets magiques, mais juste d'empêcher les autres d'en récupérer un. Il ne se passe donc rien, même s'il y en a plusieurs de joueurs différents. On passe ensuite à la salle numéro 5. Là, il y a deux petits cultistes, mais il y a un monstre joué par un joueur. À ce moment-là, eh bien, aucun des deux ne peut récupérer d'objets magiques. Effectivement, ils sont trop occupés à se battre contre le monstre. Ils sont d'ailleurs obligés de le combattre et de perdre de la puissance magique. Les deux joueurs, donc ici le rouge et le violet, sont donc obligés de descendre d'un cran sur la dague de puissance et de passer à une puissance inférieure. Ensuite, pour la salle 6, il ne se passe rien et on passe aux lieux extérieurs. Alors, les lieux extérieurs ont tous des capacités spéciales qui sont différents les uns des autres. Effectivement, il faudra lire en début de partie à chaque joueur ce qui se passe en se référant à la règle du jeu dans le lieu qui a été sélectionné. Alors, celui-ci est le lieu vert avec des tentacules, et bien c'est tout simplement la cité perdue, la cité où se trouve lui-même le grand poulpe. Par contre, comme c'est un endroit avec des endroits non euclidiens,
enfin une architecture non euclidienne, eh bien ça rend un petit peu fou, et quand à chaque fois qu'on va se rendre sur cet endroit-là, là c'est le cas pour le joueur noir, eh bien malheureusement on va immédiatement perdre un point de puissance avant même de résoudre les autres conflits si jamais il y a d'autres joueurs. S'il y avait effectivement plusieurs personnages dans cette salle, eh bien chacun d'entre eux aurait perdu un point de puissance. Ensuite, on résout normalement la salle, eh bien comme il n'y a personne d'autre que lui, le joueur noir peut récupérer la clé qui s'y trouve et la placer devant lui. Alors je vous rappelle que lorsqu'on veut se rendre sur le lieu extérieur, il faut mettre les deux aiguilles sur le même chiffre, et donc on n'envoie que son petit acolyte, mais par contre le rejeton ne sera pas placé pour ce tour-là, puisqu'on n'a pas pu sélectionner un endroit particulier pour l'envoyer. Une fois donc que tous les lieux ont été résolus, eh bien chaque joueur va pouvoir récupérer son rejeton qui va disparaître du plateau. Par contre, on va évidemment laisser ses petits acolytes sur les endroits du plateau de jeu. Ceux qui les avaient couchés éventuellement parce qu'ils s'étaient trompés peuvent les remettre droit, et on est reparti avec chacun qui sélectionne à nouveau un nouvel endroit pour déplacer son petit acolyte et son rejeton. Alors attention, pour gagner la partie, il faudra avoir 4 objets différents. Il est donc interdit à un joueur de récupérer 2 fois le même objet. Donc là, si je suis le joueur vert, je n'ai aucun intérêt à rester dans cette salle, car si j'y reste, eh bien je ne récupérerai pas un deuxième objet identique au premier que j'avais récupéré. Alors, comment faire pour quitter un lieu extérieur? Eh bien, c'est très simple, vous allez effectuer votre programmation normalement en indiquant n'importe quelle salle pour déplacer votre petit cultiste, en fait. Et vous pouvez ensuite, avec le tentacule, indiquer une autre salle où apparaîtra votre rejeton. Vous pouvez même décider de rester dans le lieu extérieur en rejouant en fait 2 fois le même. Mais par contre, vous devrez à nouveau appliquer les effets du lieu, donc dans celui-ci, reperdre encore un point de puissance, ce qui n'est pas très bien. Une fois donc que tout le monde a choisi et montré à tout le monde ses déplacements, hop, on effectue tous les déplacements, puis ensuite on repasse à nouveau à une résolution. Alors c'est assez simple, hein, vous avez compris, quand on est tout seul, eh bien hop, le joueur rouge ici peut récupérer un objet qui se trouve dans la salle, et par contre, si on se trouve avec des monstres, donc là le joueur noir perd un point de puissance, le joueur violet qui se retrouve avec 2 monstres perd un point de puissance, effectivement on perd qu'un seul point de puissance, même si on affronte 2 monstres. Mais que va-t-il se passer lorsqu'il y a plusieurs pions cultistes qui sont tout seuls dans une salle sans monstres? Eh bien à ce moment-là, les joueurs vont devoir discuter pour savoir quelle option ils choisissent. Effectivement, première possibilité, rester l'un et l'autre dans la salle et aucun des deux ne prend en fait l'objet en question. Effectivement, on ne pourra attribuer qu'une seule fois un objet. Ou sinon, suite à discussion, ils arrivent à se mettre d'accord pour que l'un d'entre eux seulement récupère l'objet magique en question. Troisième possibilité, les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, et il suffit qu'il y en a un qui ne veuille pas et qui veuille aller au conflit, et à ce moment-là, il y a conflit, et tous les joueurs qui se trouveront dans la salle perdront un point de puissance. Donc là, par exemple, eh bien, notre joueur jaune et notre joueur vert sont tous les deux à ce niveau-là de puissance, ils peuvent décider de ne pas se mettre d'accord, ou bien que l'un d'entre eux prenne le crâne. Le joueur jaune pourrait par exemple dire au joueur vert, bah, toi t'as déjà récupéré un objet, moi j'ai pas encore d'objet, allez laisse-le moi, mais bon peut-être que le joueur vert pourrait dire, bah non moi je veux absolument pas que tu récupères l'objet, soit c'est moi qui le récupère, soit c'est aucun d'entre nous, à ce moment-là il y a combat, puisqu'on a assez de points, moi je veux te taper dessus, donc c'est toujours possible. Si voilà par exemple il décide de faire ça, et bien à ce moment-là l'autre joueur n'a pas le choix, et boum tous les deux vont perdre un point de puissance. Et le jeu va donc ainsi se poursuivre de tour en tour jusqu'à ce qu'un joueur soit parvenu à récupérer 4 éléments. Alors évidemment, lorsqu'on en voit un qui commence à en avoir 3, eh bien tout le monde risque de se liguer contre lui pour l'empêcher de récupérer le 4e. Toutes les négociations sont possibles avec les autres joueurs, mais on n'est absolument pas obligé de respecter sa parole. On peut très bien dire « moi je vais faire ça au prochain tour » et puis ne pas le faire du tout. On peut même annoncer lorsqu'on a face cachée qu'est-ce que l'on va faire en disant la vérité ou en mentant. Les seules choses qui sont interdites, c'est de prendre un autre joueur en aparté ou de lui faire des signes secrets. Toutes les conversations doivent être audibles par tous les joueurs qui se trouvent autour de la table.
Attention, nous avons vu l'histoire de la puissance des cultes. Si jamais un joueur perd trop de puissance, qu'il arrive sur le 1 et qu'il est encore obligé de perdre un point de puissance à cause des conflits, eh bien malheureusement, il sera éliminé du jeu. Il pourra retirer son rejeton et sa figurine, et il ne jouera plus. Les objets qu'il a devant lui ne compteront pas non plus pour le jeu. Donc attention aussi à gérer un petit peu sa puissance au fur et à mesure du jeu. Alors parlons des différents lieux extérieurs. Alors vous avez compris qu'ensuite, s'il y a plusieurs joueurs qui se trouvent au même endroit, eh bien ils devront aussi discuter pour savoir qui c'est qui prend la clé dans ce lieu aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est le seul lieu sur lequel personne ne peut envoyer son rejeton. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de récupérer une clé, sauf si on y va, soit aussi pour discuter avec lui. Alors nous avons déjà vu en fait cette tuile-là, qui fait perdre un point à chaque fois qu'on s'y rend, donc en général on a tendance à plutôt rester à l'intérieur de l'université, et donc il y a de plus en plus de combats. Mais nous avons aussi la dimension du rêve. Alors si un joueur se rend dans la dimension du rêve, il devra choisir, lorsqu'il récupère une clé, soit de récupérer la clé, soit de récupérer le bonus spécial lié à ce lieu, qui est tout simplement de regagner un point de pouvoir en fait sur la dague de pouvoir. Donc voilà, ça permet de ne pas mourir, et donc ça peut être un endroit assez intéressant à visiter. Mais par contre, si j'augmente de 1, eh bien je ne récupère pas de clé à ce tour, il faudra donc que je reste à cet endroit-là si je veux récupérer aussi une clé, ou regagner encore un point, en sachant que le maximum est de 7. Troisième lieu extérieur possible, le marais d'Agoba. Ça vous rappelle peut-être un petit peu quelque chose, non, le petit dessin ? Voilà, les fans de Star Wars comprendront. Et donc, on peut décider, lorsqu'on se trouve à l'intérieur de ce lieu extérieur, comme capacité spéciale, d'échanger une tuile d'objet avec un autre joueur. Donc on peut lui donner un objet pour récupérer un autre objet. Attention, l'échange doit être valide et ne doit pas rompre les règles. On ne peut donc pas donner un deuxième objet qu'un joueur a déjà. Et donc, ça permet de jouer un petit peu tactiquement en essayant de piquer les objets qui vous manquent en échange d'autres objets, mais du coup, vous arrangez aussi l'autre joueur. Donc voilà, c'est toujours pareil, ce sera à la place de récupérer une clé que vous pourrez réaliser cette action lorsque vous vous trouvez sur cet endroit-là, et si vous êtes seul évidemment, car si on est plusieurs, il faudra se décider pour qui pourra prendre une clé ou réaliser le pouvoir. Enfin, il y a la colonie sélénite. Si on arrive à s'y rendre, au lieu de prendre une clé, je pourrais choisir d'utiliser son pouvoir pour envoyer des extraterrestres embêter les autres joueurs et leur faire perdre un de leurs objets. Donc je peux choisir n'importe quel joueur autour de la table et lui dire « tu perds un objet ». À ce moment-là, le joueur choisira un des objets qu'il a placé devant lui et il sera obligé de le remettre dans le lieu en question. Alors, il existe aussi quelques petites variantes. Vous pouvez tout à fait décider de jouer sans lieu extérieur. À ce moment-là, à chaque fois qu'on mettra les deux aiguilles au même endroit, ça sera considéré comme étant une erreur de manipulation, et donc ça vous forcera à jouer au milieu, à plus vous taper dessus. Par contre, dans ce cas-là, vous pouvez décider de gagner la partie avec seulement 3 ingrédients au lieu de 4. Enfin, la variante pour les experts, eh bien, à chaque fois que vous récupérez un jeton, au lieu de le placer face visible devant vous, eh bien, vous pouvez le mettre face cachée, et à ce moment-là, comme ça, on essaiera de deviner de se rappeler ce que les joueurs ont déjà récupéré pour tenter de gagner la partie. Et avec certains lieux, il faudra aussi, lorsqu'on fait des échanges, eh bien, piocher au hasard dans la main des autres joueurs. Voilà donc pour la nuit du grand poulpe, un excellent petit jeu, vous l'aurez compris, de négociation, surtout avec les autres joueurs, et puis de bluff et de trahison. C'est assez intéressant, c'est assez familial, effectivement, on peut y jouer à partir de 7-8 ans avec des enfants, mais on peut aussi y jouer à l'heure de l'apéro entre adultes, ça marche aussi. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.